Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème QSE, RSE, même combat. Donc, comme chacun sait, les démarches QSE et RSE répondent aux nouveaux enjeux des entreprises et la mise en place d'une démarche QSE et RSE apporte de nombreux bénéfices aux organisations. Mais quels sont les points communs entre la QSE et la RSE? Quelles sont les différences? Vont-elles dans le même sens? Les normes ISO se veulent au cœur des enjeux du développement durable, mais quels sont les points concrets et opérationnels entre QSE et RSE qui permettraient de définir les priorités d'action sur ces notions communes? Donc, pour répondre à ces questions, j'ai avec moi deux experts. Laurent Arnoux, auditeur, formateur, consultant au sein du cabinet de conseil démarche responsable, et Yvon Mougin, consultant et formateur, expert en management, qualité et organisation. Alors, ce webinaire durera environ 45 minutes avec des moments d'échange prévus au cours de la présentation pour répondre à vos questions. Vous pouvez les poser avec l'outil chat en bas de votre écran et je les formulerai durant les temps d'échange à nos experts. Alors, il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet, mais avant de laisser la parole à Yvan Mougin et Laurent Arnoux, je vais vous énoncer le programme de leur intervention avec ce sommaire. Alors, nous verrons d'abord, nous reviendrons sur les fondamentaux, les définitions de la QSE et de la RSE. Puis nous aborderons donc les intérêts, les choses qu'elles ont en commun. Et enfin, nous verrons donc les différences. Puis nous viendrons à la question principale de ce webinaire. Est-ce finalement le même combat? Alors, tout de suite, place à la première partie. On revient donc aux basiques et aux définitions avec notre premier intervenant, Yvon Mougin. Merci Nicolas et bonjour, bonjour à tous, bonjour Laurent. Alors, un petit mot d'abord avant de démarrer sur l'évolution du concept QSE, puisque c'est moi qui vais parler de QSE et Laurent va plutôt développer la partie RSE. Donc, l'évolution de QSE, on peut dire que en ce qui concerne les référentiels de santé, de sécurité et de management environnemental, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Il y a une évolution dans la réglementation, mais pas dans les référentiels. En revanche, en matière de qualité, de management de la qualité, je pense qu'on assiste à une véritable révolution. Donc, depuis une cinquantaine d'années que les normes ISO ont été adoptées par la communauté européenne. Alors, déjà, je pense que cette révolution, il y avait des signaux faibles dans la norme 9001 qu'on connaît tous. Alors, ces signaux faibles, c'était quoi? C'était déjà que deux principes sur les sept parlaient, le premier d'implication du personnel et le deuxième de management de la relation avec les parties intéressées. Donc déjà, ça nous orientait un peu sur deux sujets intéressants qui vont nous intéresser aujourd'hui. Et puis, dans le paragraphe 5, leadership, on pouvait dire que le rôle de la direction, c'était d'inciter, d'orienter, de soutenir les personnes pour qu'elles contribuent à l'efficacité du SMQ. Et dans un autre paragraphe, le sensibilisation, on pouvait dire l'importance de leur contribution, donc on parle du personnel, donc l'importance de la contribution du personnel à l'efficacité du système de management de la qualité, y compris aux effets bénéfiques d'une amélioration de la performance. Si on avait perçu ces signaux faibles, on pouvait aller voir la ISO 9000, qui est une norme sur le management, sur les principes et le vocabulaire du management de la qualité. Et celle-ci nous annonçait une définition de la qualité qui était déjà assez étonnante. Je vous la lis simplement. Un organisme axé sur la qualité favorise une culture se traduisant par un comportement, des attitudes, des activités et des processus qui fournissent de la valeur. Alors c'est vrai qu'on a continué à travailler sur les activités, sur les processus, mais à mon avis, on a un petit peu oublié la culture, les comportements et les attitudes. Et là encore, si on quitte cette norme ISO 9000 et qu'on va voir la 9004, qui est la mère, je le rappelle, qui est la mère de toutes les normes sur le management de la qualité, dans la dernière publication date de 2018, cette fois-ci, on assiste vraiment, on découvre vraiment un changement de paradigme. Alors là encore, je vais citer déjà le titre de cette norme 9004, il est étonnant parce qu'on y parle de management de la qualité, qualité d'un organisme et pas de prestations ou de produits, et ligne directrice pour obtenir des performances durables. Donc, on se place dans un avenir qui est déjà incertain, mais qui nous intéresse quand même tous. Là encore, je lis la définition de la qualité d'un organisme est l'aptitude des caractéristiques intrinsèques de l'organisme à répondre aux besoins des clients et des parties intéressées afin d'obtenir des performances durables. Donc, sans la lire, on y parle quand même de mission, de valeur, de culture, mais aussi d'activité en équipe,
de développement personnel, de planification de carrière, de responsabilisation, de pouvoir de décision. Et je pense, à mon avis, pour terminer cette première diapositive, que la qualité se rapproche de plus en plus des référentiels d'excellence de l'EFQM, European Foundation for Quality Management, et intègre et intégrera en son texte de plus en plus, enfin dans les futurs textes, je veux dire, de plus en plus de principes de la RSE. Donc je vous engage fortement à en prendre connaissance et à vous en inspirer. Laurent, je te passe la parole. Merci à toi, Yvon. Et bonjour à toutes et tous. Un rappel donc en entame pour alimenter nos échanges sur eh bien cette RSE, hein, donc responsabilité sociétale des entreprises, qui n'est ni plus ni moins que la déclinaison aux entreprises eh bien des principes du développement durable que j'ai rappelé hein, par le petit schéma de gauche bien connu qui vise à associer trois grands principes dans le développement durable et donc dans la responsabilité sociétale des entreprises, qui est un principe environnemental, on en parlera bien sûr en lien avec la 14001, qui est un principe économique sur lequel Yvon fera des rappels et qui est souvent, c'est vrai, trop négligé dans la RSE, mais il y a bien ce principe de pérennité économique de l'entreprise pour pouvoir justement poursuivre son œuvre durable. Et il y a aussi la vision sociale qui, elle, est très vaste, hein, puisque ça nous engage à avoir un comportement éthique, un comportement respectueux des réglementations, un comportement lié bien sûr à la santé, sécurité au travail, qui fera le lien bien sûr avec notre ISO 45001. À droite, les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Je ne vais pas bien sûr vous les décrire ici tous, mais hein, on peut se cocher là aussi un certain nombre de cases des normes ISO, de l'environnement, du soutien aux industries, de l'éducation, du comportemental, beaucoup de principes que Yvon a déjà rappelé dans sa présentation en lien avec l'ISO. Les 7 questions centrales pour poursuivre plus précisément sur la RSE et la norme qui fait référence dans ce cadre, l'ISO 26000. Des principes qui sont liés à la gouvernance, donc de l'organisation, des éléments d'encadrement de nos activités et notamment eh bien, de l'anticorruption, de l'éthique, de l'organisationnel qui vise à respecter les êtres humains en général. Un principe un petit peu plus ciblé sur les droits de l'homme, des éléments sur les relations et conditions au travail, là aussi complètement en lien bien sûr avec notre santé, sécurité au travail, l'environnement sans surprise dans la RSE qui est un gros morceau, la loyauté des pratiques, qui là sera peut-être un petit peu plus éloigné de nos normes ISO, mais qui va rejoindre des éléments de satisfaction client qu'on pourra retrouver dans la 9001. Question relative aux consommateurs, je pense que j'ai même pas besoin de faire le lien. Et Yvon nous tracera tout ça en lien avec la 9001, bien sûr. Communauté et développement local, des choses qui sont à travailler, responsabilité sociétale des entreprises, qui sont abordées aussi dans la 14001 sur la partie environnementale, bien sûr, dès qu'on parle des riverains, des collectivités avec qui on se doit d'entretenir de bonnes relations. Donc, des principes très larges, hein, on en reparlera, c'est peut-être un point d'alerte justement sur cette responsabilité sociétale des entreprises et l'ISO 26000, mais qui vise à vraiment être une référence pour les entreprises pour décliner le développement durable. Alors, merci Yvon et Laurent donc, pour ce rappel concernant les fondamentaux de la QSE et la RSE. Mais donc, justement, qu'ont-ils en commun? Yvon et Laurent vont nous évoquer les points principaux, mais n'hésitez pas donc à intervenir via le chat sur les points communs qui vous semblent également intéressants à relever ou à réagir à leurs propos. Alors, Yvon, donc, du point de vue de la QSE. Oui, alors, tout simplement, pour moi, les intérêts communs, ce sont la notion de partie prenante, hein. Alors, je voudrais simplement encore faire une toute petite digression parce qu'on parle bien sûr, notre norme, celle qu'on connaît le mieux, c'est la 9001, mais tout à l'heure, je vous ai parlé de la 9004. Et à mon avis, alors, c'est un avis personnel hein, qui n'engage que moi, je pense que cette norme 9004 qui a été publiée, donc la dernière mouture en 2018, donc c'est la plus récente, je pense qu'elle servira de modèle à la nouvelle mouture
de la 9001 qui est en train d'être révisée en ce moment et qui devrait sortir dans quelques mois, voire quelques années. Je pense, hein, je répète, c'est un avis personnel. Donc, si je reviens à cette norme 9004 qui, moi, me sert de modèle, je vais redire, je vais répéter encore la définition. La qualité d'un organisme est l'aptitude des caractéristiques intrinsèques de l'organisme à répondre donc aux besoins et attentes de ses clients et des autres parties intéressées afin d'obtenir des performances durables. Donc, vous voyez déjà, ce texte, il fait le distinguo parce que quand on parle de l'ensemble des parties prenantes, bien entendu, hein, le classement qu'on connaît tous, il y a les clients, bien entendu, il y a le personnel, il y a les actionnaires, il y a la société civile avec les fournisseurs, les syndicats, etc., etc. Mais la norme distingue déjà deux catégories de parties prenantes, les clients et les autres parties intéressées. Donc moi, j'interprète ça, mais avec la logique qu'on a tous, c'est que les clients sont la partie prenante, ou sont plutôt constituent la partie prenante principale, bien entendu. Hein, on le sait, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'organisme. Donc, on va s'occuper d'abord en priorité des clients et ensuite, on verra effectivement les autres parties intéressées. Alors, je voulais vous lire aussi un autre extrait, parce que là encore, je ne voudrais pas qu'on prenne mon discours pour du mougin, mais c'est vraiment de l'ISO, je dirais, un peu une interprétation, mais quand même, à la base, c'est de l'ISO. Donc, un autre extrait de cette norme 9004, il convient que l'organisme détermine les parties intéressées qui, petit a, présentent des risques pour l'obtention de performances durables si leurs besoins et attentes ne sont pas satisfaits, et petit b, peuvent offrir des opportunités d'amélioration des performances durables. Donc, effectivement, cette notion de parties intéressées, elles n'ont pas toutes la même importance, bien entendu, hein, puisque c'est en fonction de l'impact qu'elles peuvent avoir sur nos performances durables qu'on va s'en occuper en termes de priorité. Euh, donc, ça veut dire qu'effectivement, moi, personnellement, je classerais les parties intéressées, donc ce point commun, cet intérêt commun qu'il y a entre la QSE et la RSE, en trois catégories différentes. C'est-à-dire que dans l'ordre d'importance, bien sûr, et pour moi, la partie intéressée la plus importante, ce sont bien sûr les clients. Ensuite vient en second lieu les personnels et ensuite toutes les autres catégories que l'on englobe, comme je le disais tout à l'heure, sous l'expression société civile. Alors, bien entendu, là encore, on peut catégoriser cet ensemble société civile avec des sous-ensembles, je répète, comme les fournisseurs, les prestataires, etc., etc. Donc, ça veut dire que moi, je reviens aussi à une citation que j'aime beaucoup du général de Gaulle qui disait une personne efficace, c'est distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Et je pense qu'une entreprise, là encore, si elle veut être performante, il faut, là encore, qu'elle travaille sur des priorités. Donc, on va constituer une liste de parties prenantes, effectivement, et on va essayer de faire en sorte de travailler essentiellement d'abord sur les parties prenantes qui sont prioritaires, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte les attentes des clients, puis ensuite, ou en même temps, mais on va dire quand même avec une priorité un peu différente, les personnels et ensuite les autres, en fonction du niveau de risque qu'on va évaluer avec toutes les autres parties intéressées. Laurent, je te passe la parole. Merci Yvon. Alors, dans ces liens entre notre RSE et les principes de la QSE, trois principes fondamentaux qui vont être communs. Hein, j'ai insisté sur les trois piliers, l'environnemental, bien sûr, hein, pas besoin de le préciser, qui nous renvoie à la 14001, le social qui nous renvoie plutôt à l'ISO 45001, et l'économique, même si c'est un petit peu plus large que ça, qui va bien sûr être largement en passerelle, en lien avec l'ISO 9001. Quels sont les trois grands principes de ces trois grandes normes que l'on va retrouver dans la RSE, qui sont parfaitement cohérentes entre les deux grands principes? C'est tout d'abord la notion de transparence et d'éthique, hein, pour renforcer le dialogue avec les parties prenantes. Yvon a bien insisté sur ce principe et bien sûr en lien avec le client. Il est clair que la RSE, et comme les normes, hein, vont demander d'être exhaustifs sur ce sujet pour ensuite pouvoir distinguer ce qu'on appelle les parties intéressées pertinentes. C'est un principe de la RSE. On est exhaustif dans son analyse, avec qui suis-je en interaction, avec qui dois-je avoir des relations, quel type de demande dois-je accepter pour pouvoir les traiter dans mon organisme,
quel type de demande vais-je refuser parce qu'elle est trop extensive, trop impactante pour ma rentabilité. Tout ça, c'est bien sûr ensuite des décisions du leadership, pour reprendre là aussi un terme qui est très présent dans les normes QSE. Donc ça, c'est fondamental. On sait que ça a été un des premiers points qui a été abordé par les entreprises quand elles se sont lancées et quand elles continuent à se lancer dans la RSE, c'est déterminer les parties intéressées qui vont nous aider dans nos démarches ou qui vont constituer des freins, des obstacles. Ça peut arriver bien sûr aussi. Deuxième élément très important, et ça aussi c'est la phase 2 de la RSE qui est quand même déjà bien abordée dans les entreprises qui s'y consacrent, on peut toujours mieux faire, mais c'est la notion de responsabilité. Hein, c'est l'idée que l'entreprise doit rendre compte de ses actes sur les trois piliers, les actes environnementaux, sur lesquels les entreprises sont bien sûr très challengées, les actes sociaux, notamment la santé sécurité au travail des personnels, mais aussi des sous-traitants et de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et puis sur la partie économique, eh bien, du reporting financier, des éléments qui vont remonter aux actionnaires, aux banques, aux propriétaires, etc. Donc, du reporting, de l'audit, du bilan et surtout des éléments factuels. Hein. On essaye de progresser dans la RSE sur ce sujet, c'est-à-dire ne plus juste afficher, ça a été beaucoup reproché à la RSE, de la com, mais au contraire d'aller sur du bilan chiffré, que ce soit du bilan carbone, du bilan de responsabilité sociétale type baromètre social, par exemple. On essaye de prendre ces décisions basées sur des éléments factuels. Et ça, c'est un grand principe aussi qu'on retrouve dans les normes QSE. Là aussi, pour faire comme Yvon, je vais citer les termes exacts, hein, c'est ce qu'on appelle la prise de décision fondée sur des preuves, du factuel, du bilan, pour bien orienter nos choix, nos stratégies. Et puis un troisième grand principe, mais là, il faut être honnête, si on fait un petit point à date du déploiement du RSE, de la RSE pardon, dans les entreprises, eh bien, c'est la notion de transversalité, c'est l'intégration des thématiques environnementales, sociales et sociétales, vraiment dans le cœur métier du fonctionnement des entreprises, qui progressent bien sûr sur ces sujets, mais qui ont peut-être encore, pour certaines en tout cas, tendance à considérer la RSE comme un canal parallèle, une dimension parallèle au fonctionnement de leur entreprise. Or, la RSE a vraiment l'ambition d'être le driver, allez, un petit peu d'anglicisme quand même, hein, vraiment le fil conducteur du fonctionnement de l'entreprise qui oriente et diffuse et imprègne tous ces modes de fonctionnement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve complètement là aussi dans les normes QSE. Hein. J'ai mis en haut du slide pardon, la HLS, alors, toujours se méfier des acronymes, donc la High Level Structure qui encadre les grandes normes de management maintenant ISO et qui nous précise qu'il faut avoir une approche processus, un cycle PDCA, hein, donc Plan, Do, Check, Act, pour atteindre l'amélioration continue, une approche par les risques et qui surtout encourage fortement le management intégré. Donc on voit bien que cette notion de management intégré, de considérer les différents aspects de la vie et du fonctionnement de son entreprise, eh bien, avec un même point de vue, un même prisme et un même outil de management, ça, c'est complètement RSE, bien sûr. Alors, oui, merci donc pour ces points cruciaux qui peuvent paraître évidents donc pour certains, mais pour vous qui écoutez nos experts, donc j'ai relevé effectivement dans le chat plusieurs interventions. Alors, déjà, Laurent, tu as répondu sur la signification de HLS. Ensuite, nous avons une autre question sur la 26 000 remplacera-t-elle à terme la 9 001, 14 001, 45 001? Alors, qui veut répondre? Est-ce qu'on Laurent? peut garder peut-être cette question pour qu'on va traiter en fait dans la troisième et quatrième partie? Ouais, Enfin, je on pense, va. Laurent, hein. Il y a des questions déjà. Effectivement, j'ai fait un petit peu le tri. Il y a des questions qu'on évoquera après, notamment sur la carrière. Peut-être quelque chose. Que signifie VUCA dans un précédent slide? Alors ça, je peux répondre parce que Oui. c'est un acronyme
Je le remets. anglo-saxon, en Mhm. fait, qui vient de l'armée américaine et qui qualifie un peu le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous vivrons. Donc, en fait, c'est composé de quatre mots qui sont traduisibles facilement en français, puisque le V, c'est vulnérable, on vit dans un monde qui est vulnérable. Le U, c'est uncertainly, incertain en français. Le C, c'est complexe. Et le A, c'est ambigu. Et en fait, ce qui caractérise effectivement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est cette incertitude globale. Et on parle beaucoup aujourd'hui de management de l'incertain, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas de quoi demain sera fait. On voit bien encore l'actualité aujourd'hui, hein, avec les guerres qui se déclenchent, avec l'inflation, avec la hausse ou la rareté des matières premières, etc. Donc, on ne sait pas exactement comment, de quoi sera fait le monde de demain. Et simplement, ce qu'on essaie de développer, c'est ça, ce que la norme ISO 9004 appelle qualité d'un organisme, c'est en fait son adaptabilité, puisqu'on ne sait pas les produits qui seront des produits demain, comment sera fait le monde, eh bien, il faut qu'on se prépare effectivement à s'adapter à ce qu'on ne connaît pas. Et c'est ça toute la difficulté. Et c'est cette notion de souplesse et d'agilité qui est primordiale aujourd'hui pour survivre. En fait, l'envie de toutes les entreprises, c'est de durer. Hein, c'est de durer le plus longtemps possible parce qu'on sait qu'une entreprise, elle est mortelle, elle naît, elle grandit, elle meurt, enfin elle vit et puis elle meurt. Donc en fait, le rôle d'un manager, c'est de faire en sorte que son entreprise dure le plus longtemps possible. Et dans un environnement incertain, c'est pas facile. Voilà. Alors, merci Yvon. Donc, une question sur laquelle je peux répondre. La 26 000 est-elle certifiable? Donc, je me permets, Laurent, effectivement, donc c'est une norme volontaire, donc non certifiable. Nous avons plusieurs questions, mais je suis en train de sélectionner parce que elles correspondront à l'avancée de notre webinaire. Je Peut-être une rajouterai juste, pardon Nicolas, oui, volontairement non certifiable. C'est-à-dire que c'était vraiment exactement. la volonté Oui. d'ISO à la base que cette norme ne soit pas comme les autres normes, on en reparlera, ça fait partie de nos points 3 et 4, Oui, c'est ça. qu'elle ne soit pas certifiable. Alors, une autre intervention, je pense que deux éléments de la norme ISO 9001 sont de bonnes passerelles pour la rendre complètement cohérente. Alors, les deux, je ne sais pas si vous voulez peut-être nous préciser. Euh, Ensuite, ce sont plutôt des questions que l'on développera après. Donc, j'ai noté toutes vos questions et rassurez-vous, donc elles seront posées à nos experts. Alors, on va passer peut-être à la suite, mais on reviendra sur les questions qui ont été dans le chat énoncées. Donc, on a vu qu'il y avait des points communs, donc, mais quelles sont les différences et sont-elles nombreuses? Donc, n'hésitez pas là encore à réagir via le chat et on répondra à vos questions. Alors, Yvon, donc, quelles sont les différences essentielles pour vous? Alors, je le rappelle encore, hein, le management de la qualité, c'est vraiment un style de management qui permet d'obtenir des performances durables, globales d'abord, donc économiques et durables. Parce que c'est comment dire, le souci de tout manager, c'est la pérennité de son entreprise, c'est la durée, c'est la survie. Alors, j'ai trouvé déjà qu'une première différence, enfin un premier point sur lequel, c'est un point d'ailleurs que Laurent, tu avais évoqué tout à l'heure, c'est que dans le triptyque sociétal, environnemental et économique, la partie économique est un petit peu sous-estimée hein, dans le contenu de cette norme. Je ne suis pas un spécialiste d'Amen Simi, je la connais, j'ai déjà lu plusieurs fois, mais enfin, je n'ai pas d'expérience à ce sujet-là. Mais je pense que effectivement, il y a une sous-estimation de l'aspect économique. Or, moi, alors, j'ai un avis un peu partial parce que j'ai une culture de l'entreprise, j'ai une culture de la production, donc j'ai une culture de la productivité. Et je sais qu'une entreprise, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de fragile. Ça peut mourir. Donc, si on n'a pas en permanence ce souci de la pérennité, de la performance globale, de la productivité pour gagner de l'argent, pour pouvoir investir, pour pouvoir rémunérer, partager les richesses et durer, et donc, du fait, ce souci des clients, parce que ce sont la satisfaction des clients qui va faire en sorte qu'une entreprise va prospérer et durer. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein, quand on va au restaurant, on ne va pas manger dans un coin où on mange mal, où on est mal servi. Donc, en fait, cette notion de qualité, c'est une notion basique, très logique et très commune. Donc, ça, c'est la première chose. J'ai regretté un petit peu que cet aspect économique ne soit pas présent. Alors, bien sûr, c'est un modèle sociétal.
la 26 000. Et c'est une sorte d'idéal. Et je comprends, effectivement, et que ce modèle d'idéal ne propose pas de priorité. Parce que ça dépend après du métier, ça dépend de l'environnement, ça dépend d'un tas de choses, la situation géographique, qui fait qu'on va prendre un petit peu, beaucoup ou une grande partie de cette norme ISO 26 000 pour se servir de modèle. Mais globalement, c'est une norme qui ne propose pas de priorité. Or, je répète, les sociétés, alors je parle essentiellement, puisque c'est mon avis, pour des structures marchandes de production, hein, donc qui sont fragiles. Je pense que effectivement, toutes les ressources, enfin un maximum de ressources, doivent être orientées et consacrées aux clients, et bien entendu, toujours dans cet ordre que je vous donnais tout à l'heure, au personnel et ensuite aux autres parties intéressées. Bien entendu, ça dépendra aussi des parties intéressées. Il y a des parties intéressées, des sous-traitants qui peuvent être des sous-traitants vitaux, stratégiques, où on accordera un peu plus d'importance. Mais globalement, clients, personnel et ensuite les autres parties intéressées. On nous dit toujours, hein, par exemple, on apprend en management d'utiliser ce qu'on appelle les matrices de Roosevelt, inventées par le président américain, où on va essayer de mettre l'accent sur ce qui est urgent et ce qui est important. Eh bien, c'est pareil, une entreprise, elle doit faire pareil. Et c'est un petit peu ça que je ne trouve pas dans la 26 000, mais je répète, c'est normal, je comprends. Hein. Mais je pense qu'on ne peut pas, là encore, utiliser la 26 000 par idéologie, c'est ça que je veux dire. Hein. On ne peut pas tout prendre. Il faudra faire son petit marché, faire son menu, en fonction de sa situation et toujours dans la volonté de durer. Alors, si vous voulez, ce que j'ai trouvé là encore, et ce que tu parlais des questions centrales tout à l'heure, Laurent, par exemple, ce que je considère comme étant hyper important dans une société, c'est le client et sa satisfaction. Or, dans la question centrale, la notion de consommateur, donc c'est client au sens large, hein, elle vient en 5e position sur les 6 questions centrales. Donc oui, là encore, bon, c'est peut-être symbolique, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre particulier, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait une priorité. Laurent, tu me contrediras s'il le faut, mais il n'y a pas d'ordre de priorité dans la chronologie des questions centrales. Après, je me suis amusé à faire un petit peu une petite recherche sémantique en disant, par exemple, on trouve, par exemple, dans la 26 000, 16 fois le mot économie, 5 fois le mot productivité, 5 fois le mot efficience. On trouve 456 fois le mot droit, 133 fois le mot santé, 50 fois le mot social. Oui, donc là, on sent bien quand même cette orientation. Alors, là encore, tout est parfait. Je répète, c'est un idéal. Et comme un idéal, ça va nous servir de modèle. Mais là encore, attention, avec précaution, ne soyons pas des intégristes, effectivement, de la RSE. Alors, moi, j'ai encore, puis après, je termine rapidement, mais comme je vous dis, j'ai une culture de l'entreprise et de l'industrie, je regrette aussi, effectivement, une certaine, comment dire, dégradation de la situation industrielle en France. J'ai repris un vieux chiffre qui est donné par je ne sais plus quel instant, un chiffre officiel, hein, que entre 1980 et 2016, la part de l'industrie dans le PIB français est passée de 35% à moins de 18%. Or, on a besoin d'industrie. Enfin, moi, je suis un défenseur de l'industrie dans des conditions effectivement environnementales, de santé et de sécurité acceptables. Mais on ne peut pas se passer de l'industrie, et surtout si c'est pour faire en sorte que les choses se construisent ailleurs, dans des conditions des fois plus difficiles et moins supportables que quand c'est fait sur le sol national. Donc je pense qu'effectivement, la QSE doit contribuer au développement industriel, au développement de l'industrie et à la création de richesses. Laurent, je te passe la parole. Merci Yvon. Très bien. Donc, dans les différences, hein, bien sûr, Yvon a déjà pointé certaines, eh bien, Nicolas nous précisait tout ça pour répondre à une question. La norme ISO 26000 qui encadre donc la RSE, hein, qui a, comme toute norme ISO, vocation à servir de référence pour bien mener, pour bien déployer sa pratique de responsabilité sociétale dans son entreprise, a dès le départ fait le choix, et c'est un petit peu ce qu'il y a en toile de fond de la présentation d'IFON, une norme qui ne soit pas strictement opérationnelle. Alors, quand je dis strictement, bien sûr que c'est une norme opérationnelle qui nous liste des éléments à pratiquer, mais qui n'est pas une norme de management au sens strict, telles que les normes QSE, hein, qualité, sécurité, environnement. Cela ressemble plutôt à un guide de bonne pratique. Alors,
extra complet, extra exhaustif, qui n'est pas, donc on l'a dit, certifiable, et qui surtout a voulu faire un état des lieux très large de l'ensemble des champs du développement durable, avec l'ambition de couvrir, on l'a dit, hein, des sujets aussi larges que l'éthique, l'anticorruption, les pratiques d'achat, le tri des déchets, la sécurité, bien sûr, de ses personnels et de ses sous-traitants. Donc c'est une norme très ambitieuse, mais qui en effet a le côté moins directif et moins opérationnel concrètement à appliquer que les autres normes QSE. Alors, on a dans la 26 000 aussi l'énonciation quand même du principe de l'amélioration continue, mais c'est vrai qu'il est moins encadré avec une liste d'exigences. On ne parle pas dans la 26 000 d'exigences comme dans les autres normes QSE, hein, où il ne faut pas être susceptible à la lecture d'une norme QSE, bah, doit mettre ceci en place, doit s'assurer d'eux, doit établir, doit mettre en œuvre, etc. Dans la 26 000, on nous présente des bonnes pratiques et ça a vocation, ça rejoint ce que dit Yvon, à être un élément dans lequel on va venir piocher des bonnes pratiques. Mais le risque, hein, c'est de perdre un petit peu les utilisateurs de cette norme, de les faire crouler sous les directions possibles, sous les enjeux à traiter. Donc, je l'ai dit, le principe PDCA est cité, mais il n'est pas strictement impératif et strictement exigé dans la 26 000. Et donc, en effet, il y a le côté massif des enjeux qui sont à prendre en compte dans la RSE, alors qu'un des points forts, hein, il y a bien sûr des gros, gros points forts, et c'est ce qui fait leur succès dans les normes QSE, ben, c'est la prise en compte progressive des enjeux, avec une partie planification qui va nous permettre de prioriser, un déploiement, une surveillance, une amélioration continue. Ça, c'est vrai que sur la 26 000, c'est une grosse différence. Les éléments arrivent en bloc, multithématiques, hein, les 7 grands principes, et donc on peut se retrouver à se dire, mais sur quel sujet est-ce que je dois travailler? Et la 26 000 ne précise pas strictement une méthode pour le faire. Donc cet article, qui, pour les utilisateurs actuels des normes QSE, vont aussi un petit peu les perturber. C'est le défaut qu'avaient les normes ISO avant 2015, qui était d'avoir des chapitres différents, des articles différents, une nomenclature différente. Donc tout ça a été réglé dans la partie norme QSE eh bien, depuis 2015 avec la fameuse HLS, hein, donc je le répète, la High Level Structure. C'est vrai que la norme ISO 26000, et c'est ce qui fait sa spécificité, ne s'est pas du tout mise en phase avec cette structure de haut niveau. On a 7 articles et qui vont être moins facilement raccrochables pour fonctionner en management intégré. Donc, c'est faisable, bien sûr, beaucoup de consultants, beaucoup d'entreprises qui vont travailler sur ces sujets pour bien raccrocher les wagons entre normes QSE d'un côté, les 10 chapitres, dont les 7 chapitres opérationnels, le PDCA, et puis les 7 articles de la RSE. Et il y a les passerelles qu'on notait avant, notamment principalement environnement et SST. Mais voilà, c'est moins pratique, ça demande un effort d'adaptation, ça demande des petites conversions pour bien s'assurer que tout ça s'imbrique. On a donc, hein, pour conclure, ben, dans cette 26 000, une très grande liberté, mais qui dit très grande liberté dit parfois un petit peu eh bien, confusion, en tout cas pour non seulement les utilisateurs, j'en ai parlé, mais aussi d'un point de vue externe pour eh bien, les consommateurs, par exemple, ils vont en a beaucoup parlé, c'est normal, ou les autres parties prenantes, hein, les administrations, les gens qui s'intéressent à une entreprise et qui voit qu'une entreprise adopte une démarche de RSE, bah, c'est quand même moins clair, moins lisible que ce que va proposer une entreprise certifiée 9001, 14001 ou 45001, qui, elle, répond à un cahier des charges qui est précis, qui est cohérent, voire identique entre entreprises. Alors, les méthodes de déploiement peuvent être différentes, mais en tout cas, une entreprise 9001, certifiée 9001, correspond à une autre entreprise certifiée 9001. En 26 000,
la vastitude, si je peux utiliser ce néologisme, des sujets, des thèmes abordés, fait qu'en effet, eh bien, un observateur externe peut se dire, bah, finalement, oui, ils adoptent, ils ont une RSE, hein, qui n'a pas une RSE aujourd'hui pour les plus dubitatifs, mais finalement, quels sujets ils traitent? Est-ce que ce sont les vrais sujets pour eux? Ils sont partis sur l'éthique alors que peut-être l'environnemental laisse à désirer. Ils sont partis sur la SST. Bon, dans un pays comme la France, on est quand même très encadré déjà par la réglementation, mais est-ce qu'ils travaillent bien sur leur chaîne de valeur à l'étranger? Bon, voilà, ça laisse quand même plus de doutes, plus de suspicions. Hein, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Je me suis lancé dans un terme, je ne sais pas si il est très parlant, le RSE washing. C'est dû à ce choix initial de guide de bonne pratique, normes non certifiables. Mais je pense que ça avait vocation à l'époque, hein, puisqu'on en parlera, c'est une norme qui commence à dater un petit peu. Ça avait vraiment vocation à faire un état des lieux des bonnes pratiques et à poser un guide référence, mais qui est, comme le dit Yvon, un petit peu plus hors sol, si je puis dire, que les normes QSE, qui elles sont bien arrimées à la réalité des entreprises. Alors merci Laurent et Yvon. Alors je vais me permettre de modifier un petit peu. J'avais un euh, deuxième petit slide, Nicolas, ah, mais peut-être pardon, tu voulais justement l'avancer, mais très rapidement. vas-y, Pardon, Nicolas, c'était vraiment pour ne pas en parler, hein, mais on vas-y, aura Laurent. peut-être dans le cadre des questions. Il y a un élément qui monte fort dans la RSE et qui va justement, alors peut-être pour rassurer, ils vont eh bien nécessiter de toute façon de bien arrimer cette RSE de plus en plus à des éléments concrets, à des éléments factuels et à des éléments donc opérationnels qui seront à mettre en face des enjeux économiques chers à Yvon, et il a bien raison, c'est eh bien hein, tout ce qui, voilà, alors là attention, c'est le monde des acronymes, hein, ESG, CSRD, alors, je me lance sur le CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, donc c'est une directive européenne, ESG environnementale, sociale et gouvernance, la taxonomie, les entreprises à mission, hein, donc beaucoup de jargon, beaucoup d'acronymes. Bon, pour faire simple et pas prendre trop de temps, c'est l'arrivée de la RSE, mais dans sa déclinaison, cette fois financière, bancaire, placement, financement des entreprises. Et là, il y a des obligations réglementaires qui tombent régulièrement et qui vont rendre obligatoire, c'est d'ailleurs leur visée, hein, c'est de sortir du côté un petit peu flou de cette notion de RSE, côté greenwashing, le côté je fais un beau rapport de com RSE, et puis si j'ai un service com ou des belles plaquettes, je vais essayer de valoriser mes bonnes pratiques. Là, on va rentrer donc dans des obligations de reporting. Vous voyez le terme avec la CSRD, la taxonomie. Je rentre pas dans tous les détails, hein, ça vaudrait un webinaire en soi. Eh bien, qui va nous classer les activités vertes. Donc, le législateur va se permettre, si je puis dire, de dire bah, telle activité est verte, telle activité ne l'est pas, et on va rentrer dans des choses quand même assez détaillées. Des entreprises qui vont se donner le statut qui doit être validé hein, par une certification externe pour le coup, mais le statut d'entreprise à mission en se fixant des objectifs sociaux et environnementaux. Et puis en toile de fond, l'ESG, hein, qui est la version financière pour le coup de la RSE, avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, tout ça va fortement conditionner les accès au marché, au crédit bancaire, voire aux aides publiques. On a des seuils qui vont être de plus en plus bas, hein, 250 salariés, qui vont même toucher, ça fait un petit peu d'ailleurs parler, dès 2026, les PME cotées qui vont devoir montrer patte blanche sur tous ces critères. Encore une fois, je le répète, RSE appliqué à la finance, mais alors, hein, ça rajoute des réglementations, ça alourdit certainement, on va voir tout ça un petit peu en conclusion, les pratiques RSE, mais clairement, c'est quelque chose qui va aussi structurer des reportings et éviter que, eh bien, on ait trop de différences entre le déclaratif des uns et des autres qui voudraient ne pas mettre en avant leur point dur, leur point droit.
Très bien, merci. Pardon Donc Nicolas, c'était ici, pour non, conclure non, sur ne cette t'inquiète partie. pas, c'est tellement un vaste sujet et tout est fondamental, hein. Donc effectivement, alors j'avais prévu un temps de parole, mais vu le flot de questions, et vous avez bien raison, je pense que les questions touchent un petit peu les parties qu'on aborde et on les traitera donc à la fin. Alors donc justement, donc on a évoqué maintenant les points communs entre la RSE et la QSE ainsi que les différences. Mais pour répondre donc au sujet principal de ce webinaire, donc peut-on parler d'un même combat entre ces deux thématiques? Je vous invite à nouveau donc à continuer à échanger via le chat et je laisse la parole à nos experts. Alors Yvon, donc s'agit-il d'un même combat? Alors, pour moi, oui, c'est vrai que la RSE est incontournable, bien entendu, mais elle est incontournable si on l'aborde de manière pragmatique. Comme je le disais, on vit dans un monde incertain, un monde difficile, concurrentiel, et donc il faut surtout concentrer ses ressources sur les clients et sur le personnel et les parties intéressées pertinentes, comme tu disais, Laurent. Donc, ça veut dire que la RSE doit s'intégrer en fonction des attentes et des demandes des clients, et peut-être aussi des contraintes financières, bancaires, etc. Mais essentiellement, on va aborder la RSE parce que les clients nous demandent de faire de la RSE, et si les clients nous demandent de faire de la RSE, ça devient effectivement une exigence incontournable. Moi, j'ai une petite anecdote à raconter parce que ça m'a traumatisé il y a 10 ans, et je crois, Nicolas, j'en avais déjà parlé. En Franche-Comté, où j'habite, il y a une dizaine d'années, donc on était en plein boom là du démarrage de la RSE, développement durable, et on avait une petite entreprise de transport d'une quarantaine de personnes qui était leader en la matière. Vraiment, alors tout le monde en parlait, les chauffeurs roulaient à 80 km/h pour économiser du carburant. Enfin bon, ils avaient tout un tas de procédures qui étaient effectivement dans l'esprit de ce développement durable, et cette entreprise a déposé son bilan. Donc, je me dis, effectivement, c'était peut-être pas la priorité de faire de la RSE parce qu'il y a eu ensuite 40 emplois au chômage, enfin 40 personnes qui étaient au chômage. Donc, là encore, tout est une histoire de priorité, bien entendu. Et c'est pour ça que, je répète, il ne faut pas faire d'idéologie avec ça. Alors, simplement, j'ai encore un autre exemple, peut-être pour illustrer hein, cette approche-là. Je travaille avec une entreprise qui bosse pour l'aéronautique. Donc, ils sont 9001. Ils ne travaillent pas pour des produits de l'aéronautique, mais pour des éléments qui concourent à fabriquer des éléments de l'aéronautique. Et dernièrement, effectivement, ils travaillent pour des grosses boutiques qui, elles, sont sujettes à la RSE, qui sont sujettes, comme disait Laurent, à des reportings sur la durabilité, comme la CSRD, hein, que tu expliquais tout à l'heure. Et bien entendu, comme ces grosses boutiques ont l'obligation, effectivement, de ce reporting, eh bien, ils vont se retourner vers leurs sous-traitants, en l'occurrence mon client, par exemple sur la notion de bilan carbone. Et effectivement, dès l'instant où ces grosses boutiques de l'aéronautique demandent à mon client sous-traitant de faire des reportings carbone, ça devient une exigence des clients. Et bien sûr, on ne peut pas l'ignorer, sinon on va perdre ce client-là. Donc, je répète, je pense que c'est surtout du bon sens hein, qu'il faut avoir en matière de RSE et pas vouloir en faire, je répète, je dis un mot un petit peu fort parce que je pense qu'il est important par idéologie. Il ne faudrait pas que ce soit contraire à la survie de l'entreprise. Alors Laurent, Allez, pourquoi? allez, un petit mot hein, pour bien laisser un petit temps quand même à l'échange. Pour répondre à notre question, donc QSE, RSE, même combat, ben, je dirais oui sur les principes, mais en l'état, en effet, un différentiel sur l'opérationnel. Encore une fois, qui a été voulu, qui est peut-être une phase qu'a souhaité l'ISO sur la norme 26 000, qui est plutôt d'avoir construit un guide de référence. Et au contraire, moi qui travaille justement sur les deux mondes, la RSE et le QSE, ben, j'appelle de mes voeux à ce que la future, hein, il y a un moment une révision, alors elle n'est pas d'actualité, hein, mais elle viendra bien un moment, une future ISO 26000 adopte plutôt le format PDCA, hein, pour faire très simple, des normes ISO QSE pour pouvoir justement adopter eh bien, des pratiques et une organisation qui soit plus dans une logique d'amélioration continue et surtout qui soit plus opérationnelle et qui permette aux entreprises de mieux prioriser. Autre élément que je mets en avant,
on va partir, parce qu'elles sont quand même nombreuses, et je pense parmi nos auditeurs, un certain nombre de personnes sont concernées, celles qui sont déjà ISO 9000, 14000, 45001. Alors, je ne vais pas non plus leur dire qu'elles cochent toutes les cases et qu'elles sont déjà RSE sans le savoir, mais à l'inverse, elles doivent bien valoriser justement leur travail sur la qualité, sur les parties prenantes, sur la satisfaction du client, leur travail sur l'environnement, leur travail sur la SST, d'autant plus que la 45001, elle a étendu, hein, par rapport à l'OSHA, sa prédécesseur, elle a étendu cette notion de prise en compte à la chaîne de valeur, en amont, en aval, des enjeux SST. Donc ça, c'est très, très RSE. Donc vraiment, j'encourage, et d'ailleurs, certains, hein, beaucoup ne m'ont pas attendu parce qu'elles ont bien compris le truc, si je puis dire, à valoriser leur 9001, leur 14001 et 45001 dans le cadre RSE. Et puis, pour finir, hein, sur ce côté même combat, justement, eh bien, dans le reporting que pointe Yvon, enfin, qui est dans la législation croissante, et qui d'ailleurs peut être un point d'alerte, hein, Yvon a bien raison, pour des PME, pour des entreprises qui ont moins de moyens que les grands groupes et qui ne peuvent pas créer des postes dédiés uniquement à ce reporting. Ça peut être un point d'alerte là aussi sur l'économique. Mais en tout cas, ce sont des normes qui sont très valorisées dans les reportings RSE. Hein, on ne va pas rentrer dans tous les détails de comment se fait un reporting RSE pour un grand groupe, mais ça passe généralement par des questionnaires, des cotations, et sachez-le, les certifications ISO sont très bien vues parce qu'on se dit, bah, ils font appel à un organisme tiers, ils certifient leurs pratiques, ils ont une logique d'amélioration continue, ils vont rentrer justement dans une logique déclarative, reporting, plan d'action, faire un bilan de ses objectifs, etc., etc. Donc, je ne peux qu'encourager les entreprises à adopter des normes ISO pour bien pouvoir décliner opérationnellement leur RSE et en appelant de mes voeux eh bien, une ISO 26000 V2 qui soit plus opérationnelle, plus concrète, si je puis dire, moins guide de bonne pratique et à mon avis, ça passera par une ISO 26000 certifiable. Très bien, merci Laurent et Yvon. Alors, effectivement, on a beaucoup de questions. Donc, on va essayer d'y répondre à la majorité. En tout cas, alors, je sais que c'est pas évident, mais je vais demander à nos deux experts de faire des réponses les plus concises possibles, bien que le sujet soit intarissable. Alors, première question, la 26000 remplacera-t-elle à terme la 9001, 14001, 45001? Alors, Non. Laurent, voilà. Question suivante, s'il vous Non. plaît. Ah, je me lance pour être très bref. Non, parce que justement, c'est un petit peu hein, le titre punchy de notre webinaire. Je pense qu'au contraire, c'est le même combat. On peut plutôt parler des tâches. Il y a aussi des entreprises, il faut bien le comprendre, qui ne voudront adopter que la 9001, que la 14001, que la 45001, et qui, soit par une des trois, soit par les trois, répondront à l'étage supérieur, qui est la RSE et qui est un petit peu plus large, hein, strictement, que ces trois standards. Donc, je dirais plutôt complémentaire et pas remplacement. Alors, merci Laurent. Deuxième question. Est-ce qu'une entreprise aurait intérêt à mettre en place l'ISO 14001 plus une démarche RSE ou est-ce redondant, en fait? Alors, Yvon, tu me dis, sinon je Non, me non, lance. Laurent, vas-y, parce que toutes les questions Laurent, qui ouais, concernent si la c'est, 26 000, tu es ouais. mieux placé que moi pour y répondre. Alors, une ISO 26000 qui aurait vraiment un caractère concret et opérationnel, donc avec des vraies actions, des plans d'action, des objectifs et d'autres éléments de ce type qui permettraient d'aboutir à des résultats, serait autosuffisante sur la partie environnement, pardon, puisque, on l'a dit, hein, dans la 26000, il y a ce gros pilier de l'environnement. Maintenant, sans pousser à la consommation de normes, je vous dis, ma préférence ira plutôt à une entreprise qui, dans le cadre de sa 26000, se dit, bah, tiens, mon pilier environnement, je vais le gérer par de la 14001, surtout en l'état, la 26000 étant un petit peu de principe, un petit peu guide de bonne pratique, pour avoir une méthode. Hein, encore une fois, je répète la différence principale entre les deux. La 14001 définit beaucoup plus une méthode, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais se définir des aspects environnementaux significatifs, etc. Donc, ma préférence irait encore une fois au complément entre les deux.
Très bien. Alors, bon, Yvon, tu peux intervenir, mais il y a beaucoup de questions sur la 26 000. Si l'on analyse cette norme de plus près, peut-on dire que la dimension environnementale revêt plus d'importance que la dimension économique ou sociétale? Bah, là, peut-être qu'Yvon peut se lancer sur celle-là, Ouais. puisqu'il Bah, a. oui, on l'a déjà répondu, hein, c'est-à-dire Oui. qu'effectivement, c'est l'aspect économique qui est le moins valorisé dans cette norme. Après, en ce qui concerne l'environnement ou le sociétal, effectivement, bon, je dirais que l'environnement, il vient en dessous du sociétal si on pouvait donner un ordre dans l'importance de la lecture. Maintenant, Laurent confirme ou infirme, hein. Bah, je vais faire, je vais être parfaitement neutre. Les trois piliers du développement durable et donc de la RSE sont équivalents dans les principes du développement durable, dans la RSE et dans l'ISO 26000. Et là, c'est un point vraiment commun qu'on a eu dans les échanges avec Yvon et dans la préparation, c'est que trop peu souvent l'économique est mis en avant au même titre que l'environnement et que, comment dire, le social. Or, voilà, une entreprise qui n'existe plus, elle ne peut plus se développer durablement, hein, si on pousse le bouchon. Donc non, c'est un équilibre à trouver, c'est un des enjeux de nos sociétés d'arriver à équilibrer les trois pieds, mais l'économique est tout aussi important que l'environnemental et le social. Merci à tous les deux. Alors, si j'ai bien compris, les entreprises ne peuvent pas afficher de certification ISO 26000, mais un label RSE, est-ce bien cela? Alors, on peut même parler, puisqu'il y a d'autres, il y a des évocations effectivement de EcoVadis, RSE, un label engagé, notamment de l'AFNOR. Je laisse répondre Laurent, peut-être encore une fois. Oui, oui, Bah, Laurent. très, très. Ah oui, vas-y, oui, alors très rapidement. Oui, la norme ISO n'étant pas certifiable, un certain nombre d'organismes, hein, dont la FNOR d'ailleurs, se sont positionnés pour ce qu'on appelle plutôt des labels, des référentiels, il y a différentes appellations, mais qui vont donner un tampon, un cachet à une entreprise ou à certaines de ses pratiques. Hein, EcoVadis, par exemple, est plutôt sur les relations donneurs d'ordre fournisseurs, qui vont s'inspirer et se baser sur l'ISO 26000 de façon tout à fait sérieuse. Hein, j'ai pas de réticence sur ces labels et autres. Mais c'est aussi pour ça que, à mon avis, une ISO 26000 certifiable arrivera. C'est parce que les entreprises ont besoin du tampon, du cachet et de la, comment dire, la validation par ISO et par des organismes certifiés, comme ça se fait sur les autres normes QSE. Alors, on continue donc sur. Alors, est-ce une organisation peut faire du greenwashing malgré la production du rapport extra-financier? Alors, Bah, oui, oui, enfin, je pense que c'est un des sujets qui est récurrent. Et c'est pour ça que le législateur renforce les législations, mais ce qui alourdit aussi la vie des entreprises, c'est ce que pointe Yvon. Mais bon, le législateur est bien obligé parce que sinon, le consommateur lui-même ou en tout cas les acteurs de marché ne s'y retrouvent pas parfois dans le déclaratif. Donc oui, c'est ce que dénoncent aussi beaucoup d'associations environnementales qui pointent voilà, des éléments de communication qui sont contradictoires. Donc c'est un sujet sur lequel tout le monde doit progresser. Il y a aussi quand même beaucoup d'entreprises de bonne foi, hein, qui pensent bien travailler leur sujet, mais qui malheureusement ne mesurent pas assez leur impact indirect sans s'en rendre compte, et puis parce que c'est pas l'historique de leur pratique, etc., etc. Donc oui, la déclaration extra-financière, hein, qui est une obligation réglementaire, n'est pas une garantie en soi que l'entreprise n'enjolive pas un petit peu ses pratiques de façon consciente ou inconsciente. Oui, moi je voudrais ajouter, Laurent, effectivement, d'abord j'aime bien ton Bien sûr. sous-titre, hein, bon sens, bonne foi et bonne volonté. Je pense que il faut vraiment, alors peut-être que je suis un petit peu vieux jeu, mais je pense qu'il faut être sincère Je, dans je crois qu'il est l'organisation de qu'on toi, met en Yvon, place. donc Ah bon, bon, bah, oh non, il n'est pas de moi, hein, mais je le ah bon, bon, prends pardon. volontiers. Enfin, je l'ai repris volontiers.
effectivement bonne foi, parce que effectivement, ce greenwashing, plutôt ce RSE washing, il est tout à fait possible. Hein. Vous savez, c'est pas parce qu'on a le permis de conduire en termes de label, c'est pas parce qu'on a le permis de conduire qu'on n'est pas un danger pour les autres. Après, tout dépend comment on se comporte effectivement, et si on a bonne foi, bonne volonté et bon sens à l'intérieur. Donc, c'est Alors, dommage. Moi, je suis un petit peu opposé à effectivement, comme tu le regrettes aussi, Laurent, à cette pléthore de législation qui veut absolument éviter tous les trous dans la raquette, mais qui ne fait qu'alourdir et qui n'empêchera jamais vous savez, c'est comme les systèmes anti-feu dans les ordinateurs. Hein. Plus on en a, et plus il y a des petits malins qui savent comment s'en sortir. alors, merci à tous les deux. Donc, on continue. Alors là, bon, c'est plus une réflexion. Tout à fait d'accord avec Yvon, d'apport du bon sens. J'ajouterais aussi, mieux vaut une sincérité et une profondeur de la démarche que de beaux et vertueux rapports pour épater la galerie. Alors, on est à nouveau dans la lutte contre le greenwashing, la communication, etc. Et je continue sur la communication. Vous mentionnez très justement tous les acronymes QSE, RSE, ESG, comment appeler un DPT, jusqu'ici DPT qualité, qui pilote aussi la santé, sécurité, la RSE, le ESG, etc. Car c'est important en termes de communication interne et levier important pour passer d'un SMQ à un SMI. Alors, qui veut répondre sur J'ai pas compris le début de la question, Nicolas. alors, vous Oui, mentionnez très pardon, moi non justement plus. tous les acronymes QSE, RSE, ESG. Comment appeler un DPT, jusqu'ici DPT qualité, qui C'est quoi pilote. DPT? Alors, DPT, si quelqu'un peut dans le chat nous aiguiller. Département, non? Un département Oui, du qualité? Ah, département, peut-être pardon, département. excusez-moi. Oui, 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 excusez-moi. d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, du département qualité. Car c'est important en termes de communication interne et levier important pour passer d'un SMQ à un SMI. Alors donc, je répète, vous Ah, mentionnez ces l'appellation. acronymes. Comment appeler un département qui pilote aussi la santé, sécurité, la RSE et l'ESG, qualité et durabilité? Comment C'est un appeler? département d'équilibriste. C'est c'est ça, c'est un peu ça. J'ai vu passer, alors je ne sais pas si c'est hein, je répète, j'ai vu passer, alors c'était pas département, c'était direction, mais direction de l'engagement sociétal. Bon, je sais pas si ça peut aider notre auditeur, mais voilà, qui va en effet, bon, le classique c'est la RSE, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de distinctions entre, alors là on parle plutôt de grands groupes, hein, mais ou d'entreprises quand même de bonne taille, qui ont une direction RSE, une direction QSE. Ça reste pour l'instant justement des fonctionnements un petit peu parallèles, l'un demandant des billes à l'autre et du déclaratif, et l'autre des moyens pour progresser sur tel sujet ou tel autre. Bon, ça peut être en effet une piste d'avoir une direction commune, on pourrait appeler ça direction du management sociétal, hein, si on voulait unir les deux, par exemple. Alors, une autre question. Donc, comment positionnez-vous la norme ISO 31000 sur les risques, le management des risques, donc, par rapport à l'ISO 26000, l'ISO 9001, l'ISO 14001, 45001, etc. Donc, comment positionnez-vous la norme ISO 31000? Je dirais que c'est une norme outil, hein, c'est-à-dire qu'elle nous informe sur la manière de gérer les risques et elle nous donne un petit peu la mécanique de gestion des risques qui est applicable dans n'importe quelle autre norme. On peut utiliser les basiques et les fondements de la 31000 pour manager les risques de la 9001 ou pour manager les risques de la 14000 ou de la 45000 ou effectivement pour la 26000 aussi. Hein, c'est simplement une norme outil, je vais dire, qui nous renseigne sur le vocabulaire et sur les méthodes à utiliser. Très bien. Alors, on continue. Rien à rajouter. Ouais. Alors, quel est le meilleur rattachement d'une équipe RSE? À la DG, à la RH, au secrétariat général? DG, Bah, idéalement, oui, Oui, DG. Hein, franchement, le alors là, DG. pour le coup, je vous dis, on peut se baser sur le principe des normes QSE, puisque je radote un petit peu, mais j'encourage fortement l'ISO 26000 à adopter la même logique que les normes QSE, où on parle bien d'engagement au plus haut niveau. oui. Hein. Le leadership, c'est l'engagement au plus haut niveau. Alors, ça figure aussi, hein, bien sûr, dans l'ISO 26000, avec des petites variations terminologiques, mais on a ce même principe.
on peut qu'encourager en effet un rattachement à la direction générale. Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions. Malheureusement, je vois que nous n'aurons pas le temps de toutes les traiter. Alors, parce que le temps est largement écoulé. Ce que je peux vous proposer, donc, et ce que nos experts proposent, c'est un second webinaire pour répondre cette fois-ci uniquement aux nombreuses questions que vous avez posées et que nous n'avons pas eu le temps de traiter. Alors, nous vous proposons le 27 novembre. Je voudrais déjà peut-être savoir dans le chat si cela vous intéresserait parce que effectivement, il y a un flot de questions et je pense que un webinaire consacré uniquement aux questions sera nécessaire. Donc, les experts vous proposent effectivement ça. Donc, apparemment, oui, tout le monde est assez intéressé. Alors, ce sera le 27 au matin, vraisemblablement vers 10 heures. Voilà. En attendant, donc, bon, c'est l'unanimité. Très Tu bien. nous enverras les questions avant, Oui, oui, Nicolas, bien quand même. sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai noté toutes ces questions. Rassurez-vous. Toutes les questions sont notées et elles vont être transmises justement pour ce webinaire spécialement dédié aux questions et aux réponses des experts. Alors donc le webinaire donc en attendant a été enregistré, il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com ainsi que le support de présentation. Donc je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé afin d'échanger et d'interagir avec vos pairs. Retrouver donc les nombreux articles déjà publiés par nos auteurs. Et n'hésitez pas donc à liker, à commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie encore d'avoir été très nombreux et vraiment bravo pour votre participation. Je remercie nos experts Laurent, Arnaud, Yvon Mougin pour leur présentation. Rendez-vous donc à toutes et à tous le 27 novembre vers 10 heures, je crois, de mémoire. Et vous recevrez de toute façon une invitation. Et je vous souhaite donc une très bonne journée. Merci à tous et à bientôt sur parcourscroisé.com. Merci Nicolas, merci Don, et merci aux Merci, participants. merci à tous et à bientôt.